des larmes et du sang. Un titre de vidéo qui résume bien ce Monday Night Raw que nous allons analyser dans cette hashtag TLR Reviews, mais également mon état d'esprit ce soir. Donc, avant de commencer, désolé si mes niveaux énergétiques sont assez bas. Je pense qu'une bonne partie de vous suit un peu le business français du catch, on va dire. Et donc vous avez sûrement vu que ce soir, il y a eu certains tweets qui ont fait énormément remuer l'activité, de la part d'Amal notamment, et de la part d'Amal tout court. Et j'y ai réagi donc dans une vidéo Twitter. Mais je suis encore un peu sous le coup, le coup émotionnel, énergétique, intellectuel aussi, que ça a provoqué. Donc, je vais essayer de remonter, l'énergie quand même. Parce que vous savez, c'est ça la vie. La vie, c'est même quand il arrive, comme disait SOS Fantôme, des fois il arrive des merdes. Faudrait que quelqu'un s'en occupe. Donc, qui c'est qu'on appelle? Non, pas qui c'est qu'on appelle pour s'en occuper, mais là, on va essayer de s'occuper au moins de se changer les idées, le temps de cette review de Monday Night Raw du 2 septembre 2024, depuis Denver, dans le Colorado. Donc mes amis, si vous voulez vous joindre avec moi pour cette hashtag TLR Reviews et que vous avez le bel esprit, oh oui, c'est parti mes amis. Et donc, en ce 2 septembre 2024, Raw nous vient tout droit de Denver dans le Colorado, le Mile High City, si je dis pas de bêtises. Denver, Colorado, connu pour son très étrange aéroport aussi, plein de symbolisme, très mystérieux pour ne pas dire glauque. Oh oui. Et on commence direct ce Monday Night Raw avec le nouveau commentateur du show du lundi soir de la WWE, en la personne de Joe Tessitore. Alors apparemment, je ne connais pas du tout la personne, mais il a commenté plein de sports avant cela. Et de ce que j'entends de lui dès le début, sa voix a l'air pas mal, ça fait assez old school. Et franchement, sur le show dans sa généralité, je trouve qu'il a franchement assuré. Il ajoute une touche de, j'allais dire, pas d'innocence, mais de personne qui n'est pas habitué du business, mais en attendant le vent super bien. Et franchement, j'ai été agréablement surpris, sauf, bien sûr, par sa tenue. Alors, moi, je déteste ça, mais quand même, frérot, t'aurais pu mettre une cravate pour ton premier jour de boulot. Mais bon, c'est peut-être son style, bel esprit. Si c'est son style et qu'on lui a rien dit, vas-y mec, fonce, parce que moi, je vous avoue, les cravates, je déteste ça et j'en mettais jamais à la WWE. Mais c'est parce que j'avais toujours une gigantesque chaîne en or. Oui, bien sûr, elle était vraiment en or, hein. Et c'était aussi pour laisser dépasser les poils de la poitrine. Ça faisait partie du personnage. Mais voilà, non, franchement, avec ce nouveau commentateur, Joe Tessitore, franchement, je pense que la WWE a fait un bon choix. Et puis, attention, vous savez, nous, on voit que la partie visible de l'iceberg. Hein. Je pense qu'ils ont auditionné une bonne demi-douzaine de personnes et qu'ils ont finalement sélectionné Joe après, peut-être pas des mois, mais des semaines et des semaines d'entraînement. Oh oui, sûrement au Performance Center. Parce qu'au Performance Center, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je le dirai sûrement dans une hashtag TLR Stories, quand j'expliquerai une journée type ou une semaine type au Performance Center, mais ils avaient un boot spécial pour les commentaires. C'est-à-dire, vous y alliez et vous vous entraîniez à commenter des matchs. Alors, je l'avais fait avec Bill DeMott, avec Byron Saxton, on l'avait fait avec Marcus ensemble en tandem. Franchement, c'était pas mal. On prenait rendez-vous, il y avait un petit calepin où tu prenais rendez-vous, genre, je prends rendez-vous mardi à 1h pendant une demi-heure pour commenter des matchs. Et ça se faisait, c'était surtout pour se faire bien voir de l'office, hein, pour cocher des cases, comme on dit, cocher des tick the boxes en anglais. Mais c'était pas mal. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre goût pour le commentaire. Et ça va, on se débrouillait pas trop mal avec Marcus. Hein. Je sais qu'on commentait, il y avait aussi Tom Phillips. Tom Phillips aussi, on avait commenté pas mal de matchs avec lui. Franchement, c'était très bel esprit. Donc, Joe Tessitore, bonne chance à toi pour ton avenir à la WWE. Je pense qu'il va être radieux, en tout cas, je l'espère. Oh oui. J'espérais également voir Rhea Ripley reprendre sa course pour le titre, et c'est exactement ce qu'on a eu dans le premier segment du show, qui est une promo donc de Rhea Ripley, qui arrive et qui dit, comme prévisible, qu'elle veut récupérer son titre, vu qu'ils ont explosé à Bash in Berlin le week-end dernier. Dominique Mysterio et Liv Morgan avec son
coéquipier de la soirée, son Terror Twin, son jumeau de la terreur, Damien Prêtre. Donc, promo basique mais efficace. Rhea dégage, elle dégage quelque chose, elle dégage une bonne intensité. Mais là aussi, ça m'a fait marrer dans cette promo parce que, en fait, quand on l'observe, elle a quand même le look d'un heel. Elle a les mimiques et la façon de parler d'une heel, mais elle est babyface. C'est un cas très intéressant à étudier, Rhea ralenti, Rhea replay, parce que, voilà, moi quand je la vois, en fait, je vois une heel, mais une heel qui se fait acclamer, donc c'est peut-être une vibe à la Stone Cold dans un sens, mais là aussi très attention, parce que vous êtes beaucoup à le dire dans les commentaires, attention à pas la construire trop forte. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme on dit à chaque fois, c'est comme pour Superman au niveau des comic books et des super-héros. Superman, il a aucun point faible, à part la kryptonite, d'accord, mais il faut aller dans l'espace pour en trouver. Le mec, il est invincible, il est capable de tout faire, il vole, il voit à travers les murs, il a des rayons laser qui sortent des yeux. C'est pour ça qu'en fait, on dit souvent que Superman, c'est pas un bon babyface et c'est pas un bon super-héros comparé à un gars comme Batman ou même encore Spider-Man, qui sont blindés de défauts et qui passent la majeure partie de leur temps dans leurs films à galérer. Et donc, alors Superman, il galère rarement en fait. Et puis quand il galère, justement, il faut trouver un gros truc, soit une invasion d'extraterrestres de l'espace ou alors un mec qui trouve de la kryptonite et qui en transforme en une arme mortelle. Mais à part ça, voilà, il y a rien d'autre. Donc, ça pour dire, Rhea Ripley, il faut faire attention à pas trop la construire trop forte, parce que un personnage trop fort n'est pas un bon babyface. Un babyface doit vendre, un babyface doit donner envie au public de se rallier derrière lui, mais s'il domine tout, un jour ou l'autre, le public va se lasser, ou en tout cas, il va pas avoir un gros soutien de la foule tel qu'on le veut pour le babyface. Donc, dans cette promo, ensuite, Dominique Mysterio arrive, il se fait huer de ouf, classique, bel esprit, bel esprit, oh oui, oh oui. Plus besoin de le préciser, sa hit est gigantesque et il n'arrive même pas à parler. D'ailleurs, je me souviens même plus ce qu'il a dit parce que je me souviens surtout des huées. Liv Morgan intervient par surprise et alors là, magnifique. Le spot de la jambe, il est magnifique. Bon, c'était prévu, hein. On voit bien Rhea Ripley placer sa jambe comme il faut. Et là, elle bascule et elle est piégée, le pied dans la corde. Et là, Liv Morgan s'acharne sur sa jambe. Franchement, j'ai adoré ce spot. Parce que franchement, de mémoire, je me souviens pas l'avoir vu, récemment en tout cas. Et c'est magnifique. Le dynamisme et le timing du positionnement pour ce truc de la jambe, bel esprit. Je sais pas je sais pas qui a eu cette idée parmi les producteurs ou parmi les workers, ce soit peut-être Rhea ou Liv, mais franchement, belle trouvaille les gars. Oh oui, c'était très bien joué. Et surtout, cette attaque de la jambe dès le début du show, c'est une façon de mettre un obstacle de plus sur la route du babyface, sur la route de Rhea Ripley. Parce que voilà, comme je vous disais, si elle domine tout, on n'a pas envie de l'acclamer. Là, elle va être handicapée de la jambe, en tout cas, peut-être pas pour le reste de la semaine, mais en tout cas pour le show. Et c'est une superbe façon de lancer un fil rouge et de lancer un enjeu, non seulement donc pour le babyface, mais pour cette storyline entre Rhea Ripley, Liv Morgan et Dominique Mysterio. Suite à cela, après ce début de show qui commence par une promo, car une fois n'est pas coutume, nous sommes à la WWE et on respecte la tradition à la WWE, vous allez voir. Donc, suit un 6-person mixed tag match. Et c'est franchement bien ces entrées j'aime beaucoup. Ces entrées qui commencent à être filmées dans les vestiaires, puis en gorilla, et après on les suit jusque devant la foule. Parce que ça donne vraiment, si ce n'est un côté réaliste, ça donne vraiment un côté inside et qui permet de sentir l'énergie qu'il y a derrière un show WWE et derrière le début d'un combat. Parce que très souvent, quand on voit le catcheur sortir de l'entrée, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, on ne voit pas, entre guillemets, le chemin qu'il traverse, comment il s'échauffe. Là, dans ces entrées, on fait partie du spectacle et franchement, ça donne un dynamisme qui est top pour le show. Et donc, dans ce 6-person mixed tag match, nous avons Alpha Academy contre American Made. Donc dans ce match, mes amis, j'espère que vous avez vu comme moi que quand même les Creed Brothers, même si c'est des athlètes de ouf, ils ont l'air quand même salement green dans le ring. Ils ont un manque de fluidité et d'intensité qui est en fait la marque de fabrique de gens qui débutent dans le business. Quand on débute, qu'on n'a pas encore les automatismes et qu'on n'a pas tout simplement le catch dans la peau et dans la tête et dans le corps, eh ben on réfléchit dans les matchs, on est prudent, on va pas trop vite. Et ça vraiment c'est ce que je ressens des Creed Brothers. Alors attention, ils ont sûrement un avenir radieux à la WWE, mais c'est peut-être légèrement trop tôt pour les mettre à Monday Night Raw, même s'ils en ont besoin pour le clan de Chad Gable et que ça va être des stars, ça c'est sûr et certain. Mais dans leur façon de bouger dans le ring et leur énergie, je sens qu'ils sont quand même vachement green. Et je l'ai vu aussi dans la façon qu'a Julius de donner des coups d'avant-bras.
Et en voyant ça, j'ai repensé, j'en avais parlé, je crois, dans la review de Bash in Berlin, l'importance des coups de poing en catch. Parce que quand vous avez vraiment la haine contre quelqu'un, et quand vous êtes vraiment dans un match de catch et vous voulez vraiment faire mal à l'adversaire, vous y allez à coups de poing. Là, le gars, il va à coups d'avant-bras, même quand il a le gars dans les mains, à genoux devant lui. Ça manque déjà de réalisme, mais surtout de crédibilité et d'authenticité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et pour ça, frérot, bosse tes coups de poing. Les coups de poing, il faut les bosser. Et là, justement, comme je vous ai dit, moi, cet été, j'ai passé mon été à bosser les coups de poing, que ce soit en stage, que ce soit moi tout seul. Par exemple, la dernière fois, à Marseille, à la TPW, les entraînements qu'on faisait, je leur ai dit, yo, allez-y, vous donnez des coups de poing contre le mur. Je m'en fous, vous le faites pendant 5 minutes. Il faut être capable de connecter à chaque fois sans s'exploser les phalanges. Et c'est exactement le même principe pour un coup de poing de catch. Mais c'est très important, les coups de poing. Et j'ai vu que Julius, mon ami, Julius, c'est le grand, il me semble, le grand mince, plus mince en tout cas que son frère Brutus. Et ouais, il faut vraiment qu'il bosse ses coups de poing parce que je vous dis, quand on veut faire mal à un adversaire, on y va à coups de poing. Une fois n'est pas coutume, comme j'ai dit, un plongeon de Maxine depuis la 3e corde vers l'extérieur du ring avant la pub. Oh oui, classique, hein, WWE Monday Night Raw, ça en devient, ça en devient limite comique, mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, on ne va pas changer un business qui fait des milliards chaque année. Un petit problème que j'ai eu aussi dans ce match, c'est, je pense que là aussi vous serez d'accord, Brutus qui nous sort un springboard moonsault. Frérot, t'es censé être un lutteur, violent et bourrin, et t'es heel. Pourquoi tu vas faire une prise aussi jolie? Là, la foule, en fait, tu vas complètement les perturber parce qu'ils ont envie de te détester, ils savent qu'ils doivent te détester, et là, ils te voient faire un magnifique springboard moonsault. Je le sais parce que moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu notamment à NXT ou même en heel, je voulais faire une belle leg lariat ou un truc de la 3e corde. Non, c'est des trucs qui excitent les gens et c'est des trucs que les gens ont envie de voir. Et quand vous le faites, vous allez toujours en avoir dans la foule qui vous applaudissent ou qui vous acclament, surtout si c'est aussi joli qu'un springboard moonsault comme a fait Brutus. Et donc au final, vous déféquez sur votre boulot et votre réaction de heel. Donc bon, c'est old school. Voilà, désolé, j'allais dire oui, on peut se refaire, ça c'est sûr, mais en attendant, je reste old school pour ce genre de truc. Et pareil, je sais pas, est-ce que c'est le producteur qui a donné la lumière verte, qui a donné l'aval pour ça, ou alors c'est Brutus qui l'a fait sans même le dire. Des fois ça arrive, vous savez, les gars, je m'en souviens, c'est Kalisto qui m'avait expliqué que vous savez, il avait fait un Money in the Bank, je crois. Kalisto, où il faisait un slice bread en façon finish du haut de l'échelle et il cassait une échelle avec Jey Uso je crois ou un des Uso. Et si vous vous souvenez de ce spot, dites-le moi dans les commentaires parce que en fait j'en avais parlé avec Manny Kalisto quand je l'avais revu après qu'il était libéré de son contrat et il m'avait dit qu'en fait ce spot il l'avait vite fait expliquer à Dean Malenko qui était le producteur du match à l'époque, mais il s'était pas trop étalé. Il avait fait ouais, je vais faire un truc du haut de l'échelle. Ok, d'accord, vas-y, fais-le. Parce qu'il savait que s'il était rentré dans les détails, Malenko aurait fait non, tu fais pas ça, c'est trop dangereux. Et donc, pendant le match, il le fait sans avoir prévenu le producteur, Dean Malenko, et les mecs apparemment backstage, ils étaient tous cloués, genre mais attends, qui a dit ok pour faire ça, ça a l'air super dangereux. Mais en fait, comme le truc a tellement moussé, et ils l'ont tellement réutilisé dans les clips, et la foule a tellement adoré, que bon, il s'est pas fait engueuler. Mais c'est pour vous expliquer des fois comment ça marche, notamment la WWE, des fois vaut mieux se taire. Et moi, je l'ai appris à mes dépens, le 11 septembre 2014, pour NXT TakeOver en Fatal 4-Way, mais j'en parlerai normalement très bientôt. Oh oui, oh oui. Et donc ouais, donc The Moonsault de Brutus, je sais pas si quelqu'un l'a avalisé ou pas, mais je trouve ça pas du tout, c'est pas du tout un truc que devrait faire un heel. Ensuite, toujours dans ce match, Maxine, bien évidemment, ultra protégée, parce que ultra limitée, ça c'est clair et net. On se souvient tous de sa performance dans le Rumble féminin il y a quelques années. Et c'est un peu comme Cargill, elle intervient juste pour placer ses prises et se faire mousser. Donc bon, ça va, le reste du match ça suivait, mais bon, en tant que professionnel et en tant que passionné, j'ai toujours un problème avec ça. Parce que j'en reviendrai toujours à cet argument qui est que cette personne en attendant prend le salaire du main roster d'une personne qui est beaucoup plus méritante à NXT. Et ça, en tant que fan, vous devriez tous être d'accord avec ça. Parce que on est le catch, en tant que fan de catch en plus, on n'est pas là pour voir des bimbos ou pour voir des mannequins qui font semblant de faire du catch en ligne. On est là pour voir des gens passionnés par ce qui nous passionne également et des gens qui méritent d'être pushés à la télé. Et croyez-moi, à NXT, quand j'avais regardé il y a plusieurs semaines, j'ai vu énormément de talents qui ont largement la place à Raw ou à SmackDown. En tout cas, beaucoup plus que Maxine. Oh oui, bel esprit. Suite à ça, promo de Chad Gable, parce que donc, ah oui, je précise, Otis a littéralement la forme d'un tonneau.
Respect total au mec, c'est un athlète. Hein. Mais le mec, il a la forme d'un tonneau. Il me fait délirer. Otis, bel esprit. Tozawa également, hein, je veux dire. Et Maxine, un peu moins, bel esprit. Oh, ça dépend de quel côté on se place. Hein, on parle de quoi? Si c'est purement visuel ou au niveau sex appeal, oui, Maxine. Oh oui, oui. Si c'est niveau catch, bleh. Promo de Chad Gable, qui lance un défi pour un 8-man tag team street fight match envers les Wyatt Six la semaine prochaine. Alors franchement, c'est une bonne feud qui permet de construire petit à petit les Wyatt Six et qui les maintient dans le flow de l'action. Franchement, ça passe. Maintenant, est-ce qu'un street fight, c'est la meilleure des façons pour les faire briller dans le sens, j'allais dire pour qu'on les prenne au sérieux, parce que les street fights, c'est rare. Maintenant, il faut qu'on commence à prendre les Wyatt Six au sérieux d'un point de vue catch. Parce que bon, Uncle Howdy s'est super bien débrouillé la semaine dernière. Mais voilà, si on commence à les mettre dans des matchs entre guillemets hardcore, j'ai peur que sur le long terme, ça les fasse pas être pris au sérieux dès qu'il s'agit de ding ding ding, lock up et de faire du catch tout simplement. Donc à voir, à voir. C'est quand même un match que je suis curieux de voir. Et de voir ce que ça va donner. Suite à ça, en parlant de match que je suis curieux de voir ou pas, le match suivant, Zelina Vega contre Shayna Baszler. Alors non, je mens quand même. J'ai énormément de respect pour Zelina qui chaque fois elle a un investissement énorme dans ses tenues avec ses capes et les bras qu'elle étend. Franchement, bel esprit. Le drapeau, que je dise pas de bêtises, de Porto Rico, si je dis pas de bêtises. C'est Porto Rico, pas Costa Rica. Et franchement, bel esprit. Zelina, on voit qu'elle aime le catch et on voit qu'elle est passionnée. Énorme story, good story qu'elle raconte aussi, qu'elle veut se venger de l'attaque sur son bras et donc forcément elle va bosser le bras de Shayna Baszler. Donc ça aussi, je respecte le fait qu'elle raconte une histoire. Bel esprit. Oh oui, oui, comme le disent, c'est magnifiques lunettes. Oh oui, oh oui. Un peu pompé sur Hit de Jey Uso, mais c'est pas grave, ou celle de Macho Man, mais c'est pas grave. Oh oui, oh oui, on a le bel esprit. Donc, ah oui, dans ce match, alors, regardez comment le professionnel pense. Vers la fin du match, Zelina place une sorte de tilt the world DDT où genre elle vient par le côté, Shayna la porte sur l'épaule et elle pivote, boum en DDT. Mes amis, comprenez la psychologie de catch que je partage avec vous sur la chaîne Tom Larufa. Oh oui, oh oui, et merci pour vos retours. Le problème de cette prise, c'est que normalement c'est un contre. Normalement, c'est un contre d'un sidewalk slam ou d'un backbreaker, par exemple. C'est exactement comme le side head scissor. Vous savez, quand la meuf ou le mec arrive par le côté, on le soulève et oh, boum, on se prend un head scissor. Et là, c'est pareil, genre, elle arrive par le côté, je vais pour faire un sidewalk slam, oh, wow, ouais, contre, oh, boum, en DDT. Ou alors, je vais te faire un backbreaker, et oh, wow, tu comptes DDT. Là, en fait, il n'y a eu aucun contre de quoi que ce soit, c'est juste Zelina d'elle-même qui a initié la prise. Et ça, niveau psychologie, c'est vraiment bof. Je vous redis, une prise doit être initiée par celui qui la porte. Ça doit pas être un contre. Ça doit pas être un contre d'une prise, j'allais dire, existante. Mais voilà, donc en fait là c'était totalement ça, c'était un contre en fait le truc. Donc bon, j'ai pas décroché du match, mais c'est le genre de détails sur lesquels je m'arrête, mes amis. Et d'ailleurs, finish assez plat du match, parce que bon, intervention de Pure Fusion Collision, ou je sais plus quoi, Pure Fusion Collective, PCC peut-être, je sais même plus le nom de leur équipe, tellement ça me passionne, mais, enfin en tout cas ce clan et cette storyline, mais finish plat, parce que Zelina perd sur un simple coup de genou, assez plat. Et puis de façon pareille, la foule, elle avait pas l'air super impliquée dans le match. Mais bon, au moins ça permet de remettre Zelina à l'écran. Bel esprit, oh oui, oh oui. Bon match dans l'ensemble et avec une solide performance de la part des deux catcheuses. Donc bel esprit, surtout qu'il n'y a pas eu de blessure. Et c'est ça aussi, franchement, qui compte, comme on va le voir plus tard sur le show. Après ça, il y a eu une promo rapide de Sonya Deville à la fin. Donc j'ai juste noté parce que bon, elle développe un peu plus la gimmick de leur groupe. Grosso modo, une gimmick de badass, heel. Bon, c'est basique. Mais si c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour eux, pourquoi pas? C'est pas très recherché, mais bon, c'est pas grave. On a vu pire, mais on a vu beaucoup mieux, ça c'est sûr. En parlant de beaucoup mieux, et en parlant de la tradition qu'il faut respecter, il est 21h, donc devinez qui on va voir. Devinez. Oh oui, Cult of Personality, CM Punk, il est au rendez-vous à 21h, très précise et à 21h tapante. J'ai presque envie de dire, je me demande si le mec il n'arrive pas à 8h30. Moi je fais quoi ce soir? Ok, dans une demi-heure j'y vais. Ça serait bel esprit. Donc c'est un Punk joyeux bien sûr, avec un débardeur qui a une forme assez chelou quand même, faut l'avouer. On sait direct, dès le début du segment, on sait que André McIntyre va intervenir. C'était obligé. Mais par contre, ça arrivait tard.
parce que CM Punk a le temps de faire une promo assez solide quand même, où il défie Gunther pour le titre de champion du monde, donc on pense qu'il a tourné la page, et là, juste à la fin, boum, Drew arrive et il le défonce. Et franchement, j'ai aimé la dynamique de tout, en fait, du segment, en fait, surtout de la fin, où Drew pète vraiment un câble, comme on l'avait prévu d'ailleurs, et Wade Barrett qui est là, même s'il l'a déjà fait dans le passé, mais là, il est là vraiment pour essayer de calmer Drew, parce que ensemble ils ont une grosse histoire. Rappelons qu'ils se sont quand même entraînés ensemble, et ils ont débuté dans le catch ensemble, à l'époque à la Irish Whip Wrestling en Irlande, avec Sheamus, Drew, Wade et également Marcus Louis, Pierre Marceau à l'époque il s'appelait. Les quatre formaient la Légion étrangère ou l'Alliance étrangère je crois. Et je me souviens à l'époque parce que j'étais sur MySpace et j'avais vu qu'il y avait un catcheur français en Irlande qui s'appelait Pierre Marceau, qui avait l'air assez balèze et qui était avec tous ces gars-là qui avaient commencé à taper dans l'œil de la WWE. Je me dis tiens c'est qui ce gars? Et je l'avais jamais rencontré. En fait j'avais jamais rencontré Marcus avant NXT. Et en plus d'ailleurs pour la petite histoire je lui avais aussi pris sa place à la tournée, à la réunion de l'ICWA en janvier 2007 parce que la veille du départ il s'était cassé, littéralement fracturé la cheville lors d'un footing. Et donc au dernier moment, le promoteur Booster avait besoin d'un remplaçant. Et comme je venais de faire un stage avec lui à l'ABC à Béziers, il avait vu ce que je valais après 3 mois d'entraînement chez Lens et après être fraîchement revenu donc, de Calgary un mois auparavant, pardon. Et il m'avait proposé la place de Pierre Marceau, alias Marcus Louis, alias Michael Vierge de son vrai nom, sur cette tournée à La Réunion où j'ai fait mes premiers matchs et où j'ai catché notamment avec Bad Bones qui nous a quittés il y a quelques semaines. Voilà, j'ai tout dit quasiment. Mais j'ai pas fini de tout dire sur Raw. Donc dans ce segment, ouais, la dynamique avec Wade Barrett qui essaie de calmer Drew, bel esprit parce qu'ils ont une grosse histoire ensemble. Drew détruit CM Punk. C'est une grosse feud. Il reprend le bracelet comme vous l'avez sûrement vu et le casse et lui fait manger dans la bouche à travers une clé mort. Punk s'étouffe, il pisse le sang de la bouche, des larmes, du sang, le titre de la vidéo, oh oui, oh oui. Et surtout bel esprit parce que c'est franchement peut-être la feud qui actuellement me passionne le plus maintenant à Monday Night Raw parce que c'est franchement intense et c'est crédible et j'ai envie de voir ce qui va se passer ensuite et ça c'est énorme. Quand vous arrivez à faire ça en catch ou dans n'importe quel produit de divertissement, quand vous donnez envie aux gens de voir ce qui va se passer ensuite, bel esprit, oh oui oui c'est ce qu'il faut faire. Même si j'aurais quand même préféré qu'il rende visite à AJ et au chien de Punk chez lui quand même. Mais je me dis, ils vont regarder ça pour plus tard. Parce que si on se dirige, comme c'est apparemment le cas, vers un Hell in a Cell à Bad Blood entre les deux, ça va pas se terminer au Hell in a Cell, je pense. Hein. Ça va aussi continuer sur un I Quit match ou un Loser Leaves Raw ou quelque chose comme ça. Franchement, bel esprit. Et surtout, ils arrivent à garder la feud alive. Même si c'est répétitif, c'est pas grave. L'intensité y est, la crédibilité y est, bel esprit. Franchement, je vous dis, hein, je portais pas CM Punk dans mon cœur. Mais en fait, c'est Drew McIntyre qui porte toute la feud en lui. C'est lui qui fournit l'intensité, c'est lui qui fournit le côté sadique, c'est lui qui fournit la violence. Punk, il fait que subir en fait au final. Et attention, je dis pas que Punk n'est pas méritant. Non. C'est un très bon protagoniste pour cette feud et surtout pour être face à Drew parce que c'est tellement un grand personnage dans l'histoire de la WWE qui, voilà, c'est quand Drew s'attaque à lui, il s'attaque pas à n'importe qui. Mais franchement, la feud, pour moi, c'est 75% voire 80% de Drew McIntyre qui l'a fait largement. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Dites-moi si vous sentez également que c'est Drew qui gère bien la feud et sans lui la feud serait pas du tout la même. J'ai presque envie de dire, vous pourriez mettre entre guillemets n'importe quel strong babyface en face de Drew, peut-être par exemple Orton, la feud serait tout aussi intense. Oh oui, je le pense de plus en plus, maintenant que j'étudie vraiment le show avec un regard comme ça. Et en fait, donc d'ailleurs, l'attaque de Drew continue même en backstage. C'était franchement un bon segment qui fait avancer le truc et on va voir ce qui va arriver. Mais c'est Hell in a Cell sûr, mais il va falloir, ça va continuer à devenir personnel et franchement, ça va le faire. Oh oui. Suite à ça, n'oublions pas qu'il y a un tournoi pour le titre intercontinental et pour cela, il y a des matchs à 3, des matchs triangle, triple menace, voilà. Sans disqualification d'ailleurs. Et le premier de la soirée, il y en avait 2 ce soir-là. C'est donc Dominique Mysterio contre Dragon Lee contre Ilya Dragunov. Alors cette fois-ci, attention, on n'a pas eu de plongeon avant le commercial break, avant la coupure publicitaire, mais on a eu un triple German suplex. Alors c'est pas un plongeon, mais c'est quand même une prise spectaculaire. Oh oui. Donc c'est... Mentionnons-le, je l'ai noté. Petit loupé de la part de Dragon Lee, malheureusement.
Je sais que c'est toujours chiant quand ça arrive, surtout en direct à Raw, parce qu'on ne peut pas l'éditer, même si SmackDown est en direct aussi, je crois maintenant. Donc ouais, c'est toujours dommage quand ça arrive, parce que surtout quelqu'un de talentueux comme Dragon Lee, ça fait un peu tâche. C'est dommage. Tâche, pas dans le mauvais sens du terme, genre c'est une tâche le mec, mais c'est genre le match va super bien, et là il y a cette prise un peu loupée à la fin, ça pue, c'est dommage. J'ai pas l'impression qu'ils aient mentionné aux commentaires que Dragunov, on l'a pas vu depuis que Braun Breaker lui a explosé le thorax contre le bord du ring. Ça m'a semblé bizarre, ça d'ailleurs. Alors s'ils l'ont mentionné, c'est très rapidement, parce que quand même, c'était intense hein, ce segment. Et donc, en parlant de Dragunov, c'est lui qui gagne le match, après que Dominique Mystérieux ait été retiré du match par une attaque de Damien Prêtre. Et franchement, je trouve c'est bien mérité, parce qu'Ilya bosse très très dur, il a une bonne intensité, parfois même limite trop d'ailleurs. Quand je le vois catcher, je fais, ouais frérot, t'en fais un peu trop quand même niveau intensité, mais bon, c'est sa vibe, c'est son personnage, donc vas-y frérot, fais ce que je n'ai pas pu faire, c'est-à-dire de te drafter à Raw. Et franchement, c'est mérité, parce qu'en plus, c'est bien, ce tournoi met en avant des catcheurs qu'on ne voyait pas trop jusqu'à présent. Donc, oh oui, bel esprit, ça fait un peu du roulement et ça fait changer les têtes qu'on voit. Ensuite, suite à ça, nous avons eu, en parlant voilà, de sang et de larmes, un match pour devenir number one contender pour le titre de championne par équipe féminine, donc entre Damage Control et Unholy Union. En parlant de Damage Control, franchement, Io Sky est en train de devenir une de mes catcheuses préférées. Franchement, elle est exceptionnelle. Elle est souple, elle est agile, elle a de la technique et elle a une grosse personnalité. Elle ajoute toujours Kairi Sane aussi, mais un peu moins, je trouve. Io Sky, elle ajoute toujours quelque chose entre chaque prise qui va donner de l'importance à ce qu'elle fait et surtout va faire réagir la foule et augmenter donc la réaction de ce qu'elle fait. Franchement, bel esprit et je l'apprécie de plus en plus, sans parler, je vous dis, de tous les carpés qu'elle fait. Oh oui, bel esprit. Alors ouais, bon, là par contre, le gros moment du match, on l'a tous vu, c'est le plongeon de Kairi Sane et elle s'explose la tête sur le coin de la table des commentateurs. Franchement, ça m'a fait ultra mal, parce que de toute façon, j'avais vu sur Twitter, vite fait dans la matinée, là, une photo de son œil. Enfin, pas de proche, je sais pas s'ils ont mis une publication là-dessus, la WWE, j'ai pas regardé les réseaux, mais ouais, c'était choquant. Et en fait, le truc, alors en fait, ça m'a fait penser, et je me suis dit, je vais en parler dans la review. Je vous redis, moi, vous savez, les plongeons, je déteste ça, parce que c'est tellement dangereux. Et là, on l'a vu, sur un plongeon techniquement qui aurait dû être simple et qu'elle a fait des centaines de fois, elle a failli perdre un œil et j'espère que ça va pas être trop grave, cette blessure. Et là, le truc, ça m'a fait penser, parce que moi, je raisonne toujours comme ça, vous savez. À la WWE, j'allais dire, on peut se permettre de prendre des risques comme ça. Même si c'est juste un plongeon, quand même, c'est un risque pour moi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut glisser, on peut tomber la tête la première sur le sol du ring, on peut se péter un genou, une cheville, s'exploser la tête contre la table des commentateurs. Et donc, comme je dis, quand il y a tout un staff médical derrière, dans les vestiaires, pour vous réceptionner immédiatement après la blessure, on peut se permettre de prendre ce genre de risque, d'autant plus qu'en plus, si vous êtes blessé, vous serez toujours payé, vous aurez toujours votre salaire. Par contre, sur les indies, de tels risques, c'est fou de les prendre. C'est fou de les prendre. Je les ai pris dans ma jeunesse, hein, mais maintenant, je ne les prends plus. Parce que, je vous dis, sur des shows, des fois, il n'y a même pas d'équipe médicale. Et le risque de blessure, il est pire sur les indépendantes. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est prendre le risque de se péter l'arcade comme ça ou de se perdre un œil sur un plongeon comme ça, sur un show indépendant. Yo, non, c'est trop, c'est too much. Je vous dis, moi, les plongeons, je déteste ça maintenant. Parce que c'est même pas du catch. Pour moi, le catch, c'est de la lutte, c'est de la violence dans le ring. C'est pas un saut où on saute à l'extérieur du ring sur les catcheurs. Il n'y a rien de... J'allais dire, vous avez déjà vu une baston de bar où le mec, il monte sur le bar et il saute sur le mec en plongeant? Ça va être ça, peut-être la miniature de la vidéo. Ça va être... Ouais, je vais en faire une comme ça. Oh oui. Bon bref, et ouais non franchement la pauvre, j'espère que ça va vraiment bien aller pour elle. Et d'ailleurs en parlant de ça, donc au final c'est Unholy Union qui gagne le match, après que Kairi Sane soit collé à l'extérieur du ring par rapport à sa blessure. On voyait même que l'arbitre était choqué. On voyait que Jade Cargill, pareil, sur sa tête, elle était choquée en voyant l'œil de Kairi Sane, qui en plus jouait de ça devant la caméra. Respect total, meuf. Respect total, mais c'est des guerrières, les japonaises. D'ailleurs, elles catchent super bien. Elles ont un jeu là avec la foule super bien. Franchement, je sais pas ce qu'elles mangent au Japon, les japonaises, les catcheuses, pour être aussi bonnes. Bonnes dans le ring, même si physiquement aussi, hein, elles sont très attirantes. Enfin, en tout cas pour moi. Et franchement, ouais, c'est... donc, Unholy Union gagne le match, mais je me demande sincèrement s'ils n'ont pas improvisé et changé les vainqueurs du match on the fly, comme on dit. Parce que j'ai l'impression que à l'extérieur du ring, j'ai pas vu, j'ai essayé de voir, mais bon, justement, ils gardaient la caméra sur le ring. Je pense qu'ils avaient ringside, ils ont toujours un docteur, c'est quasiment sûr. Et quand le docteur était là voir, il a dû faire à l'arbitre stop. Elle remonte pas sur le ring, je lui interdis. Et donc l'arbitre, il a dû leur dire, ouais, allez, changez le finish, faites gagner Unholy Union, qu'elle porte leur finish sur Io Sky.
Je pense sincèrement que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je peux me tromper, mais à voir si dans les prochains jours, on ne va pas avoir l'information qui sort sur les réseaux. Donc, victoire d'Unholy Union, nouveau number one contender pour le titre qu'elles ont perdu à Bash in Berlin. Parlons de Bash in Berlin, le héros de la soirée de Bash in Berlin. Gunther arrive pour faire une promo. Et direct, il se poste en gros heel en disant « You Denver Degenerate ». So, au fait, les amis. Alors, attendez. Hop là. Bon, personne ne m'a posé la question. Vous voyez souvent cet objet accroché sur mon étagère où il y a toutes mon matos de peinture. J'ai fait une interview hier, un podcast avec un catcheur qui s'appelle Bjorg, qui a sa chaîne YouTube, je ne sais plus le nom, bon, il me taguera dedans, je reposterai. Et je lui expliquais qu'en fait, donc cet objet, et là je m'en sers parce que j'ai vraiment mal au cou, enfin aux muscles, du coup, au trapèze, pour se rester assis, c'est une canne de massage. Et ça, je l'ai découvert à NXT. C'est une autre anecdote, si vous voulez. À NXT, on en avait tous une. Parce que c'est une canne de massage, vous voyez, qui permet d'aller choper derrière les nœuds qu'on a dans les muscles, les nœuds musculaires ou articulaires des fois aussi, parce qu'on peut aller aussi triturer les muscles de la jambe avec ça, ou du bras, genre, c'est comme les pistolets, j'en ai un aussi, un pistolet de massage, mais ça je préfère en fait. Je préfère parce que, wow, je donne des coups dans la table, je préfère parce que ça permet vraiment d'aller choper bien au creux du trapèze. Et mes amis, si vous avez mal au cou, vous avez des douleurs musculaires, je vous le conseille très très fortement. Cette canne de massage, je ne suis pas sponsorisé, hein, mais vous les trouverez sur Amazon, pas trop cher, c'est bel esprit. Oui, oui, et là je suis désolé, je m'en sers parce que ça fait vraiment très mal à force d'être assis. Donc Gunther arrive et il traite les habitants de Denver de dégénérés. Et ça, ouais, ça le pose en heel, c'est un peu cheap hit, mais bon, c'est pas grave, ça rentre dans le perso. Suite à ça, bon, j'ai eu un gros problème avec cette promo, vous allez comprendre pourquoi, et je pense que vous aussi de toute façon, parce que maintenant sur la chaîne, on a une communauté du bel esprit, et on n'est pas bête, et on comprend comment le business marche. Et Sami Zayn qui arrive, et on l'a pas vu depuis 2 ou 3 semaines, et là, il commence à dire... Je veux ma chance pour le titre parce que tous les champions intercontinentaux ont utilisé ça comme une stepping stone, c'est-à-dire une marche vers le titre de champion du monde. Frérot, la dernière fois qu'on t'a vu, t'as perdu contre Braun Breaker et 2 fois d'affilée presque. Donc, ça n'a aucune crédibilité ton truc. T'as rien fait pour mériter ta chance pour le titre. Et en fait, franchement, si Gunther allait accepter, j'aurais dit, mais c'est pourri comme booking. Je le redis, pour moi, alors, il faut un tournoi pour désigner l'aspirant numéro 1 pour le titre intercontinental. Et là, tu m'expliques qu'un mec qui a perdu ses 2 derniers matchs, même s'il a une belle carrière, belle réaction de la foule, il arrive et fait hop, 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 je veux ma chance pour le titre. C'est pourri, en fait. Il faut que le mec qui a sa chance pour le titre le mérite. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si dans les commentaires vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que oui, quand même. Maintenant, on commence à avoir le bel esprit sur la chaîne. On commence à comprendre comment un booking bien fait doit marcher. Et donc là, moi, j'ai trouvé la promo vraiment naze, en fait. Et heureusement que Gunther a refusé, parce que là, sinon, j'aurais arrêté Roche, allez, stop, on arrête, il n'y a plus aucune crédibilité dans le truc. Donc, ça va, ils n'ont pas encore officialisé le match, mais parce que ça aurait été scandaleux que ça marche comme ça, la WWE, de juste arriver et dire, oh, au fait, j'ai été champion intercontinental il y a 2 ans, j'ai ma chance pour le titre. C'est un peu comme quand Kevin Owens a eu sa chance pour le titre contre Rhodes, sorti de nulle part. Si ça avait été le cas, ça avait été du poor booking, c'est du booking vraiment pauvre. Et j'espère qu'ils vont pas aller vers là, ou alors que même si Sami Zayn obtient sa chance pour le titre, ou sa chance en tout cas pour être number one contender, et ben j'espère qu'ils vont avoir une bonne justification pour ça, parce que cette promo ne m'a pas du tout convaincu, même si la foule lui a donné quand même une très grosse réaction, et ça c'est tout à son honneur. Suite à ça, nous avons une promo backstage entre Jey Uso et Braun, et je l'ai noté tout simplement parce qu'apparemment donc on semble se diriger, comme on l'avait prévu également sur la chaîne, vers un affrontement entre Jey et Braun pour le titre intercontinental, et ça va être très intéressant. Je suis très curieux de voir comment va évoluer cette rivalité, en espérant que Jey gagne le match la semaine prochaine, match à 4, Fatal 4-Way, pour devenir aspirant numéro 1 pour le titre IC. Et pour cela, il fallait désigner le 4e participant, et c'est ce qui s'est fait dans le match qui suivait, un triple threat match, donc entre Braun Strowman, Sheamus et Ludwig Kaiser, je reprends, Louis Empereur. Un triple threat qui s'annonce très différent du précédent, qui était plutôt un match de poids légers. Là, c'est qu'avec des bourrins et des poids lourds. Bronson Reed, alors précisons-le, Bronson Reed est absent, le pauvre, apparemment pour raison médicale. Il aurait posté un post Instagram où il montrait qu'il était positif au COVID. Et là, ça m'a fait délirer parce que certains ont commenté tout de suite qui fait encore des tests COVID de nos jours. Peut-être qu'ils le font à la WWE, je ne sais pas. Mais voilà, ça m'a fait sourire, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai déjà pris cher niveau Shadowban quand je parlais de ça il y a 4 ans.
Enfin, bon, c'est pas grave, tout ce que je disais, au final, s'est révélé être vrai. Pierre Dune intervient pour coûter à Sheamus sa chance pour le titre avec un Shillelagh, j'ai marqué, qui est presque aussi gros que lui. En tout cas, presque aussi grand. Et victoire de Strowman dans un match assez rapide. Mais c'est bien parce que la présence de Strowman dans le match à 4, donc on aura la semaine prochaine, ça va changer la dynamique du match, hein, parce que les 3 autres étaient quand même assez petits en gabarit. Je pense que ça va être pas mal. Je pense que, alors, est-ce que c'est à élimination? Je sais pas. Ou est-ce que c'est le first man qui obtient le tombé qui gagne la chance pour le titre? À voir. Ça, je sais pas s'ils l'ont précisé. On verra bien. Et suite à ça, nous avons eu un main event donc qui avait été annoncé plus tôt dans le show entre Damien Prêtre et Jey Uso contre Finn Balor et JD McDonald. Comme j'ai dit, je vais arrêter de me prendre la tête et je vais dire JD McDonald. Bien à la française. JD McDonald. Comme la chaîne de restaurant du même nom. Et franchement, bon alors, bon petit main event, bonne dynamique, bon match par équipe. Mais 2 choses à dire. Bon, déjà, primo, j'ai adoré le travail des heels. Les heels ont très bien bossé, surtout le début du match. J'ai adoré Finn Balor, qui fait semblant de vouloir vraiment se battre avec Damien Priest, et dès que la cloche sonne, il court en dehors du ring et tag JD. Franchement, bel esprit, c'est du travail de heel. C'est cheesy, c'est classique, mais ça marche toujours. C'est le genre de travail que je kiffe. Parce que le respect qu'on a pour Finn Balor, peu importe ce qu'il fait, on respecte et on rentre dans ce qu'il fait. Et bel esprit, travail de heel. Super travail de heel, façon des 2 heels. Et Damien Prêtre est vraiment construit comme un tueur. Et là, pareil, il faut faire gaffe. Parce qu'un babyface qui est trop fort, c'est pas top pour les histoires. Bien évidemment, un plongeon avant la pub de Jay, il faut toujours pas renier la tradition. Et voilà, donc c'est un match bien dynamique avec quelques interventions, notamment du Judgment Day, et victoire des babyface Jay et Damian. Le seul problème maintenant que je commence à avoir avec cette feud, et surtout en contraste avec celle Drew McIntyre et CM Punk, c'est que je vois plus l'enjeu de cette feud en fait entre le Judgment Day et Damien Prêtre et Rhea Ralenti. Parce que le problème, c'est que ils se sont fait exploser à Bash in Berlin. Et donc après ça, vous voulez faire quoi? Vous voulez continuer à les exploser? Alors oui, Rhea, elle veut récupérer son titre, ça d'accord. Mais je sais pas, mais je sens pas autant d'animosité et de haine entre les Terror Twins et le Judgment Day que j'en ressens entre Drew McIntyre et CM Punk. Je sais pas, est-ce que je suis le seul? Dites-moi si pareil, vous commencez à penser que cette feud entre le G-Day et Priest et Rhea, ça commence à tourner en rond, quoi. Drew et CM Punk se renouvellent constamment et surtout par leur intensité et leur crédibilité, ils maintiennent en haleine les gens. Je connecte presque plus avec cette feud. Alors je sais pas, est-ce que c'est dû qu'en face aussi au niveau du Judgment Day, à part Dominique, il n'y a pas vraiment de vrais heels qui ont une grosse hit? Parce que Carlito, on l'aime bien, on a envie de l'acclamer. Finn Balor n'a pas énormément de personnalité et c'est dur de le huer parce que voilà, il n'a pas ce côté heel qu'on déteste. Et JD McDonald, il est quasiment absent, il est là que pour chuter. Donc le seul vraiment dans le Judgment Day qui matter en tant que heel, qui apporte, c'est Dominique Mystérieux. Mais ouais, c'est à part ça, il n'est pas assez crédible pour être une menace crédible pour Damien Prêtre ou encore Rhea Ralenti. Donc je sais pas. Donnez-moi votre avis. Ouais, parce que dans l'ensemble, bon, le Raw était divertissant, mais quand même assez plat, je trouve. Assez plat. Parce que ça n'a pas vraiment avancé sur Yann, à part Drew et... Enfin, non pas que ça ait avancé, mais là, on a passé un cap encore plus. Et sinon, à part ça, ouais, il n'y a pas eu vraiment de grands chamboulements. On sait pas qui va challenger Gunther pour son titre. Maintenant, bon, on nous laisse présager que c'est Sami Zayn, mais peut-être quelqu'un d'autre va venir dans la title picture. Ouais, c'était pas un Raw exceptionnel. Bon, j'allais dire une bêtise, j'allais dire au moins il n'y a pas eu de blessure. Non, oui, il y en a une, il y a eu celle de Kairi Sane. Donc pareil, là aussi, il va falloir voir. Et voilà. Donc ouais, dites-moi votre retour dans les commentaires si vous partagez cet avis. Et en même temps, n'hésitez pas à me poser des questions, les amis. Et là, comme je savais que la review allait être courte, j'en ai pris 2. C'est un feeling que j'avais. Parce que, en fait, au final, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je veux dire, bon, le Raw était moyen, mais ça va, il n'y a pas eu non plus d'énormes points de contention ou de points sur lesquels il fallait débattre. Donc, 2 questions sélectionnées, mes amis. Alors, la première, c'est Maxime No Merci qui me dit: bonjour Tom, vous qui avez catché dans plusieurs pays, ma question est la suivante. La composition des rings est-elle vraiment différente selon les fédérations? J'ai entendu que les cordes au Mexique n'étaient pas forcément pareilles qu'aux USA. Pas que les cordes, crois-moi, mais je vais te répondre. Ce qui pouvait causer des botches pour les rebonds sur les cordes. Merci d'avance pour ta réponse. Alors oui, alors non. En fait, non seulement la composition des rings est différente selon les fédérations et les pays, mais tout simplement selon les promotions. Là, maintenant, quand même, il faut avouer, récemment, ces 10 dernières années, le business, surtout indépendant, et notamment en France, est devenu vraiment beaucoup plus plaisant. Parce que, pour faire simple, alors, bonne ou mauvaise chose, les rings, l'accès aux rings de catch, c'est tellement démocratisé
Aujourd'hui, avec une connexion Internet et entre 4 et 7 000 euros sur ton compte en banque, tu peux acheter ton propre ring de catch. Et ça a permis de non seulement améliorer considérablement la qualité des rings en France et d'en avoir beaucoup plus. Parce que moi, amigo, en 2006, de 2006 à 2010, c'était autre chose. Il n'y avait pas beaucoup de rings en France. Et surtout, ben, en fait, ça, les rings appartenaient qu'à certaines personnes qui n'allaient pas les louer à n'importe qui, primo. Donc ça faisait quand même déjà un ménage dans le business, surtout au niveau des promoteurs, mais des catcheurs également. Et ben, en fait, la plupart du temps, les rings étaient très très vieux. Je vous dis pas à combien de fois à la WS j'ai catché sur des rings franchement dégueulasses, et que la moindre chute, tu la sentais et ça te faisait mal, soit au cou, soit au dos, soit au coude. C'était relou. En fait, c'était vraiment relou parce qu'en plus, tu catchais 2 fois par show. Et en fait, tu te faisais mal dans le match simple. Et après, il fallait y retourner. Tu t'es refroidi et tu retournais dans le match à 6 où tu te refaisais mal. C'était vraiment très ennuyeux. Donc maintenant, les rings se sont beaucoup améliorés en France. On a des rings excellents, aussi bien niveau corde que surtout niveau plancher. Et franchement, ça, c'est très plaisant. Maintenant, les plus grosses différences dans les rings que j'ai connus dans ma carrière, surtout internationalement, franchement, le pire, c'était au Mexique. Alors, pas pour les cordes, justement, les cordes étaient super bien tendues. Les cordes, là-bas, c'est des câbles pour que, justement, les luchadors puissent faire toutes leurs voltiges et tous leurs exploits dans le ring. Mais, je me souviens, quand j'avais catché à Mexicali. Voilà, Mexicali, je pense que certains connaissent. C'est juste au sud de la frontière avec la Californie. Et, le ring, c'était un bloc de béton, en fait. Et je promets que c'est vrai. C'est un bloc de béton. Un bloc de béton, un carré de béton qui se sortait du sol. Et ils avaient planté 4 poteaux en métal dans chaque coin de ce bloc en béton, et ils avaient tendu des cordes, des câbles super tendus. Et sur le bloc de béton, il devait y avoir ça de mousse assez molle, hein, ça devait être de la mousse de matelas ou quoi. Mais franchement, c'était un ring ultra dur, il n'y avait aucun rebond. Donc, ouais, c'est un souvenir, ça m'a traumatisé de voir, en fait, le ring, c'est du béton, quoi. Et ils me disent, ouais, mais il y a souvent les rings comme ça au Mexique, c'est des rings qui sont construits dans le sol de la salle. C'est un truc de ouf. Et ouais, sinon, à part ça, aux États-Unis, j'ai rarement eu de mauvais rings. Même au Moyen-Orient, hein, Koweït, on avait un bon ring. Turquie, on avait un très bon ring. Pakistan aussi, le ring était pas mal, même s'il était très haut. Au Pakistan, un truc de ouf. Le ring, il arrivait là. Le plancher du ring, il était genre à 1,50 m du sol, ce qui est énorme. Franchement, c'était un truc de ouf. Et à la Ring of Pakistan. Et ouais, de Japon, pareil, j'ai eu un bon petit ring. Non, ouais, franchement, le Mexique, ça avait été le plus choquant, mais pas pour les cordes, pour le plancher. Voilà, bon, j'espère que ça répond à ta question. Ouais, parce que je pourrais parler des rings français, tous les rings français que j'ai vus. Waouh, c'était une boucherie. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, donc est-ce que ça vaut le coup d'y revenir? Je ne pense pas, mon cher Maxime, non merci. Donc merci pour ta question. Maintenant, deuxième, comme je l'ai dit, j'en fais 2. Alex 8620, pareil, ce pseudo, oui, voilà, de toute façon, ça me dit quelque chose parce qu'il me dit merci Tom d'avoir répondu à ma question. C'était très intéressant de t'avoir entendu parler du catering. J'ai appris beaucoup de choses dans ta réponse. Ok, de rien, amigo. Continue les reviews, elles sont excellentes. Je tente une nouvelle question. Tu parles beaucoup de respect dans le monde du catch, des plus jeunes envers les plus anciens. Toi qui as combattu dans de nombreux pays, est-ce que ce respect des jeunes existe-t-il toujours ou a-t-il tendance à disparaître? Si un jeune est irrespectueux dans un vestiaire, il se prend une droite directement. Question. Sans donner de nom, si tu as déjà vu des jeunes irrespectueux, merci beaucoup Tom. Alors franchement, non ça va. Moi j'ai la chance d'être dans une position vis-à-vis de ma carrière et de mon parcours que, j'allais dire le respect m'est dû. Non, c'est pas ça. Mais tout le monde me respecte. Et tout le monde est... Alors, et c'est ça le problème en fait. Tout le monde est gentil avec moi. Tout le monde est irréprochable. Tout le monde est très poli. Et le problème c'est que... Alors ça je vous le dis, s'il y a des catcheurs qui regardent et qui sont comme ça, ne soyez pas avec moi différemment de comment vous êtes avec quelqu'un d'autre. Parce que ça parle tout le temps dans le business. Et le problème, en fait, moi, ce qui me gave, c'est d'apprendre que des gens qui sont lèche-boule avec moi, qui sont super gentils, super souriants et tout, et ben en fait, ils sont dégueulasses avec d'autres personnes que j'apprécie beaucoup dans le business et qui ont une position moins élevée. Parce que vous savez, tout se sait dans le catch. Tout finit par se savoir un jour ou l'autre, et surtout ce genre de choses. S'il y a des écarts de comportement ou des écarts de langage envers des personnes qui sont moins importantes que vous, des gens qui montent le ring, des gens qui font partie du staff, moi justement c'est ce genre de personnes avec qui je suis le plus proche. Pas les catcheurs certains oui, mais surtout les gens du staff, quand on me traite bien dans une promotion, je suis très proche du staff. Et franchement,
je déteste ça, que des gens soient respectueux envers moi et irrespectueux envers d'autres personnes. Alors, bon, ça répond pas vraiment à ta question, mais voilà, vis-à-vis de moi, j'ai jamais vraiment ressenti ça. Et franchement, tu sais, j'en parle rarement, mais je me suis très rarement pris la tête dans un vestiaire de catch. Ça a dû m'arriver moins de 5 fois. Je les compte sur les doigts de ma main, le nombre de fois où je me suis pris la tête avec un catcheur dans le vestiaire. C'est arrivé une fois à la WS, non, 2 fois. Une fois avec un Français, une fois avec un étranger. Ça m'est arrivé une fois récemment, il y a quelques années, ça devait être où, à la HCP peut-être, avec une catcheuse qui, bon, elle catch plus maintenant. Parce que bon, elle avait eu des paroles. En fait, c'est même pas qu'elle avait eu des paroles déplacées, c'est qu'elle colportait des rumeurs à mon égard dont j'ai entendu parler et je lui ai dit clairement en face, yo, c'est quoi ce délire? Parce que moi, je préfère parler aux gens en face. Je préfère parler aux gens en face plutôt que aller sur internet colporter des ragots ou alors tout simplement ne rien dire et faire comme si de rien n'était. Je suis pas comme ça. Moi, je préfère parler aux gens en face. Donc voilà, donc non, il y a quand même toujours un respect qui est présent, mais je te redis, le gros problème c'est que dès que les gens prennent un peu la grosse tête, ils se mettent à péter plus haut que leurs fesses, que leurs fessards, et ça donne lieu à des écarts de comportement qui n'ont aucune raison d'être, surtout dans le catch. Le catch étant un business où on doit se faire confiance, on doit avoir l'esprit d'équipe et on doit tout simplement se serrer les coudes à tous les niveaux, d'autant plus que, en fait c'est surtout que, comme le disaient souvent les mecs old school, c'est tu donnes ta vie dans les mains du catcheur. Donc tu es obligé de pouvoir créer une atmosphère de confiance. Et bon, c'est pour ça qu'on essaye que ce soit le cas, notamment dans le catch en France, mes amis. Alors, je sens petite Mishka qui gratte à la porte parce qu'elle veut rentrer dans la chambre. C'est un petit chien que vous voyez souvent dans les stories sur Instagram. Bref, mes amis, merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette review. Désolé, hein, l'énergie n'était pas haute. Et là encore, je le sens encore. Mais en tout cas, j'ai donné le maximum parce que chaque review, chaque vidéo, je la vois comme une performance. Une performance, un peu comme un match de catch. Alors oui, je prends moins de chute, d'accord, même si le coup tire un peu. Mais ouais, c'est vraiment, ça demande de l'énergie, ça demande une implication énergétique qui demande beaucoup. Mais c'est pas grave, ça me fait toujours plaisir. Et j'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas à continuer à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager, à mettre la petite cloche pour être prévenu quand la vidéo sorte. Et franchement, oh oui, mes amis, gardez le bel esprit. Cette semaine, nous aurons donc qui arrive la review, #TaylorReviews de Dynamite mercredi soir, donc ça sera sûrement online jeudi. Ensuite, nous aurons SmackDown et ah oui, il y a aussi All Out samedi, oh oui. Et je pense peut-être vendredi, je pense, si j'ai fini les commentaires anglais, parce que je l'ai publié avec les commentaires anglais, le vlog sur le show de Bruno Sammartino en hommage. Et franchement, je pense que vous allez aimer, parce que vous allez voir de très belles vues du village natal de Bruno Sammartino. Il y a les matchs que j'ai récupérés, il y a tout le voyage, l'avion, le tournage des reviews. Vous allez voir comment je les ai tournés à chaque fois. Franchement, je pense que vous allez aimer. Si vous suivez la chaîne régulièrement, ce vlog, vous allez vraiment l'apprécier. Et je vais mettre les commentaires en anglais, donc pour que ce vlog soit aussi possiblement vu internationalement, parce que le promoteur m'avait demandé, ouais, essaie de mettre les commentaires, les sous-titres anglais, parce que en fait, tu es le seul qui a filmé autre chose que juste le show. Je fais, ok, d'accord, ça va me prendre du boulot, parce qu'il faut taper chaque commentaire à la main avec la seconde où ça s'arrête et tout, mais c'est pas grave. Je vais le faire, oh oui, pour la chaîne, Tom Laruffa, toujours fidèle au poste, on se donne à fond. Là, quand on veut, on peut, la volonté, c'est ce qui compte. Par contre, grosse différence entre désir et intention, et l'intention est la force créatrice qui va vous permettre de réaliser tous vos rêves. Mes amis, gardez le bel esprit, oh oui, c'était Tom Laruffa, aouh.